Donc l'urbanisme. L'urbanisme constitue l'une des grandes responsabilités stratégiques et réglementaires du maire et de l'adjoint auquel il délègue cette compétence. C'est à eux qu'il revient d'anticiper la croissance de la commune, d'organiser son développement et de veiller à l'équilibre entre logement, activité économique, mobilité et préservation des espaces naturels. Tout cela doit se faire dans le respect strict des règles qui s'imposent à la commune. Décider en matière d'urbanisme, ce n'est jamais céder à la facilité. C'est faire des choix structurants pour le moyen et le long terme. Des choix parfois exigeants, mais toujours engageants, avec des conséquences politiques et juridiques importantes. C'est aussi tracer une ligne claire, construire le Poussan de demain avec transparence, responsabilité et réalisme. Cela implique d'assumer des décisions politiques fortes, comme par exemple la lutte contre la cabanisation. Ce n'est pas toujours une position très confortable. Avec HP, nous savons de quoi nous parlons. Cela signifie parfois, et même souvent, faire face à des incompréhensions, à des pressions et même voire à des menaces. Mais nous considérons qu'un maire doit avoir le courage d'appliquer la loi et de défendre l'intérêt général. Fermer les yeux serait beaucoup plus simple et plus sécuritaire. Nous avons fait le choix inverse. En matière d'urbanisme, il existe des règles nationales, des documents de planification et des obligations légales. Le maire, quel qu'il soit, n'est jamais au-dessus des lois. Il est là pour les faire respecter. Promettre la régularisation de constructions illégales ou laisser croire qu'il serait possible d'un simple coup de baguette magique de rendre constructibles des terrains agricoles ou naturels ou d'y installer des compteurs électriques définitifs ou encore de suspendre ou modifier des projets, c'est tromper les habitants, c'est leur mentir. Ce n'est ni conforme à l'intérêt collectif, ni financièrement responsable, ni juridiquement possible. Nous avons choisi d'anticiper plutôt que de subir, de dire la vérité plutôt que de promettre l'impossible et d'agir avec fermeté et équité. Et pour vous présenter plus précisément nos 5 axes majeurs en matière d'urbanisme et d'aménagement, je vais maintenant passer la parole à HP et HCAN qui vont tout vous détailler. Donc notre premier axe, c'est garantir l'accès au logement pour tous. Faire face à une pénurie de plus de 500 logements sociaux à Poussan, je pense que tout le monde l'a bien compris tellement on le rabâche régulièrement, nous renouvellerons un plan pluriannuel ambitieux pour répondre aux obligations de la loi SRU et surtout aux besoins réels des habitants. Aujourd'hui, cette carence génère une pénalité prélevée par l'État de plus de 250 000 € par an. Nos actions en cours et à venir, requalification de la cave coopérative, désaffectée depuis 2012, l'ASAC Sainte-Catherine, les reventes d'immeubles dégradés ou subventions d'équilibre à destination de bailleurs, nous ont permis d'engager une baisse de cette pénalité. Nous souhaitons poursuivre ces actions, notamment dans le centre ancien. Et je vous l'annonce, nous sommes d'ailleurs sur le point de conclure une opération avec un bailleur sur l'immeuble désaffecté juste en face à la chapelle Saint-Roch, où nous créerons des logements, mais aussi un parc public. Et si je me permets, c'est quand même 5 ans de travail pour arriver à ça. On vous en a pas parlé avant parce qu'on n'était pas encore sûr. Maintenant qu'on est sûr, on peut le dire. Voilà. Pour ce faire et soutenir ces actions, nous créerons aussi au sein du CCAS un service municipal de l'habitat pour renforcer la coordination entre les citoyens, les habitants de Poussan, les bailleurs sociaux et la maison de l'habitat qui est tenue par Sète Aglopole Méditerranée, ouverte récemment à Sète, pour accompagner dans les démarches et piloter la rénovation du parc ancien. Nous étudierons toutes les possibilités d'acquisition d'immeubles anciens et fortement dégradés pour créer du logement décent et pour améliorer, embellir notre ville. Mais dis-moi HP, t'as pas un exemple pour qu'on comprenne bien? Oh, si, bien sûr, j'ai un exemple qui parle à tout le monde. La requalification de la cave coopérative. C'est un grand sujet, on va en reparler. Qui rassemble tous les ingrédients d'un programme conçu pour tous au bénéfice d'un quartier redynamisé. Un patrimoine conservé avec son fronton, un parcours résidentiel complet, allant du locatif social à l'accession à la propriété, sociale ou abordable, des espaces communs et végétalisés à proximité du cœur de ville et de tous ses services. Nous avons d'ailleurs obtenu de l'État récemment une subvention qui s'appelle la subvention maire bâtisseur, donnée par l'État de 100 000 € pour soutenir ce projet tellement il est vertueux.
À ce propos, dire aujourd'hui qu'on peut suspendre ce projet, ben c'est faux en fait, c'est mentir au pouce-année ou alors c'est être mal informé. Et je vais peut-être d'ailleurs laisser Ashkan, si ça ne t'arrête pas, l'expliquer, puisque notre jeune avocat sera plus doué que moi pour expliquer exactement pourquoi. En effet, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce point-là. Suspendre aujourd'hui le projet de la cave coopérative revient honnêtement à nous jeter dans une usine à gaz. Pour rappel, en mai 2025, le permis du projet actuel a été délivré et il est désormais purgé de tout recours. Puis, en décembre 2025, la vente a été définitivement signée. Dès lors, que proposent nos opposants? En réalité, seulement deux options. Soit le rachat du site, et je pense que tout le monde pourra comprendre que le promoteur Omaya le refusera ou n'y consentira qu'à des conditions financières exorbitantes. Soit l'annulation pure et simple du contrat de vente. Or, l'annulation suppose de s'engager dans un long contentieux qui peut durer plusieurs années. Première instance, appel, cassation, deuxième appel éventuellement, et dont l'issue est complètement incertaine. Pire encore, même en cas de victoire, il faudrait remettre les parties dans l'état antérieur à la vente. En fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est rembourser le prix de cession, soit 1,2 million d'euros, restituer la subvention à la SAM, 134 000 euros, assumer les frais liés à la reprise du site, études, travaux préparatoires, démolition éventuelle, et tout ça on l'estime à 700 000 euros, sans oublier les frais engagés tout au long de la procédure, et la continuité de la pénalité de 250 000 euros par année. En fait, il faut regarder tout simplement les choses en face. Même une victoire aurait un goût amer, car elle nous coûterait près d'un tiers de notre budget d'investissement annuel. Je vais même rajouter une victoire, mais une victoire après toutes ces procédures qui dureraient, comme vous en doutez, 10-12 ans. Donc pendant 10-12 ans, on resterait avec la superbe cave coopérative Et qui ne bougerait pas. Que nous avons aujourd'hui. Voilà. Le deuxième point, préserver le patrimoine naturel et agricole. Nous avons mis en œuvre une politique environnementale exigeante et comptons la perpétuer. Ce pour limiter l'artificialisation des sols, ce par exemple avec la ZAC Sainte-Catherine. En réalité, elle a été réduite de 30 hectares à 20 hectares et le nombre de logements de 1100 à 600. Nous estimons qu'ils répondent suffisamment aux besoins de logement pour les années à venir. Les prochaines perspectives d'aménagement seront donc dédiées à l'activité, ce pour favoriser l'emploi. Un agrandissement de la zone des Trouillots et des Claches a donc été inscrit au PLU et au SCOT, contrairement à ce qui a pu être dit. En outre, nous renforcerons la lutte contre la cabanisation en recourant à des logiciels en lien avec les services de l'État pour détecter justement plus facilement les installations illégales. Nous mettrons également en place des astreintes administratives. Tout à fait. Sur la canalisation, c'est même l'État, au travers de la DTTM, qui engage ces procédures et qui nous enrôle en partie civile. Nous continuerons aussi à utiliser le droit de préemption pour consolider la maîtrise financière au bénéfice des agriculteurs. Un budget de 70 000 euros en moyenne par an est déjà consacré à ces actions. À ce jour, c'est plus de 20 hectares de foncier préemptés pour protéger notre territoire. Ces actions commencent à porter leurs fruits, puisque les nouvelles installations illégales se sont déplacées sur les communes voisines, notamment à Montbazin. Et en vrai, on ne va pas s'excuser pour ça. Ouais, on pourrait même proposer, moi je trouve, de mettre une subvention ou une aide pour les installations de nouveaux agriculteurs, comme on veut le faire pour les commerçants. Je trouve que ça serait une bonne idée. Moi, je pense que si, ça mérite d'être réfléchi. Le troisième point, aménager des quartiers durables et bien connectés. La ZAC Sainte-Catherine sera développée comme un quartier éco-responsable, intégrant un boulevard urbain et une voie douce. Celle-ci reliera l'avenue de la Gare à la route de Sète. C'est pour fluidifier la circulation, mieux connecter les quartiers et le centre-ville. Sont prévus espaces verts publics, îlots de fraîcheur et jardins partagés, ce qui favorisera la nature en ville et le lien social. Par ailleurs, selon nos besoins, l'aménageur entend nous rétrocéder près de 8000 m² de terrain, qu'on pourra en fait... 8000 m² même, carrément. Et ce, gratuitement. Je rappelle également que l'ensemble des équipements que je viens de citer sont complètement financés par l'aménageur, d'où l'intérêt de la ZAC Sainte-Catherine. D'ailleurs, HP, je pense que tu as certains éclairages à nous apporter sur ce point. Oui, j'ai encore quelques éclairages, Ashkan. Parce que dire aujourd'hui qu'on peut modifier ou arrêter la ZAC, ben c'est faux en fait, c'est pareil, c'est être mal informé ou vouloir tromper en souvent un petit peu les poussadés. Cette ZAC, elle a été autorisée par le préfet en fait, au travers d'une autorisation environnementale unique qui a été déclarée d'utilité publique en 2024. Du fait de la carence principalement en logements sociaux de la commune. Cette autorisation est délivrée sur un programme en 2 grandes phases, sur 10 ans,
avec des logements sociaux sur chaque phase. Avec 600 logements au total, sur 10 ans, cela fait en moyenne 60 logements par an, ce qui représente à peu près le même rythme de permis qui est délivré aujourd'hui à Boussan et depuis des années, en fait, 60 logements par an. Ni plus ni moins. Remettre en question la ZAC, ça compromettrait en fait la réalisation de ces logements sociaux et ne répondrait donc plus aux objectifs qui en font son intérêt public. Jamais la préfecture, l'État, n'accepterait son arrêt ou même sa réduction. De plus, les frais engagés seraient remboursés à la ménageur. Et aujourd'hui, entre les acquisitions foncières, les études environnementales, tout ce qui a été fait, les études archéo, tout ça, exactement, il y en a pour un peu plus de 2 millions d'euros. Donc imaginez si on voulait l'arrêter, 2 millions d'euros, ça voudrait dire qu'on ne fait plus rien pendant un an. Quoi. Bon, là, on perdrait les 2 tiers de budget d'investissement. Voilà. Et à rappeler qu'en plus, sur la ZAC Sainte-Catherine, il y a déjà des gens qui se sont engagés, qui ont acheté des terrains, réservé des constructions de logements. 70% d'ailleurs des réservations, ce sont des poussanés qui les ont faites. Donc il faudra leur expliquer qu'on ne peut pas. Voilà. Donc je pense que c'est très bien que ça continue comme ça. Au-delà de la ZAC, chaque opportunité de requalification de quartier, d'immeubles ou de friches industrielles seront réfléchies pour répondre à ces objectifs et améliorer également notre cadre de vie. Le 4e plan, développer les mobilités douces et sécuriser les déplacements. Nous avons déjà basculé certaines rues en sens unique, ce pour permettre une circulation des piétons et des vélos sécurisée. Nous souhaitons l'étendre en lien avec l'agglo et le département. L'objectif, c'est de se connecter avec les communes voisines, les circuits autour de l'étang de Thau et relier la zone des Claches et ses commerces. Je vais de nouveau, désolé H4, mais dire aujourd'hui, comme je l'ai entendu dans certaines réunions, que la voie douce qui va relier la passerelle qui a été installée il y a déjà 2 ans bientôt, au rond-point de la Capitale, au sud de la commune, est mis en suspens ou est gelé, arrêté, ben c'est faux, c'est pareil, c'est être mal informé. J'ai moi-même la confirmation du département et par nos deux conseillers départementaux, Christophe Morgot et Audrey Imbert, avec qui on échange régulièrement sur divers sujets, que cette portion elle va être bien réalisée dès la fin de cette année, au plus tard début d'année prochaine. Et ce projet il aboutit aussi parce que le président Kléber Messida, qui est venu au mois de novembre dernier en mairie, qu'on a reçu avec Florence, nous a bien confirmé, suite à notre lourde insistance, qu'il nous débloquerait les fonds pour faire ces premiers tronçons. Et donc, on a la garantie que ça va se faire. Je me suis moi-même rendu personnellement dans les bureaux des services chargés de ces projets, qui sont d'ailleurs maintenant à Loupian, qui était à Pézenas avant. Et j'ai travaillé avec eux sur ce premier tronçon. Et je peux vous confirmer que les marchés sont bien en cours d'aboutissement et que la piste elle va enfin voir le jour. Ça, c'est sûr. Et je rajouterai juste une dernière chose, pareil, pour remettre un rond-point à l'entrée de la zone des Claches, même si moi qui suis bien concerné, vous le savez, ça serait très confortable et beaucoup plus sécurisant, ben c'est pas possible de le faire. Dire aux gens que ça va se faire, que la ville va le faire, c'est pas vrai. C'est faux. Déjà c'est une compétence du département, parce qu'on est hors zone urbaine, donc ça appartient au département. Et les mêmes services du département sont déjà venus plusieurs fois sur place, et l'espace qu'il y a n'est pas suffisant pour créer un rond-point. Et les ingénieurs routes ont des règles à respecter, et ce n'est ni moi, ni tout autre élu ou opposant, même un nouveau maire, qui feront changer les choses. Donc en revanche, dans le cadre de l'aménagement de cette loi, ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la piste cyclable qui va se faire, il est prévu, pour sécuriser justement le passage des vélos à l'entrée de la zone des Claches, de revoir entièrement ce carrefour, avec des passages surélevés. Enfin, il y a des aménagements qui sont prévus pour justement apaiser la circulation et la rendre plus sécure. Voilà. Au-delà de tout ça, nous encouragerons quand même aussi le covoiturage en créant des aires dédiées. Un projet est en cours d'étude justement au sud de la ville, le chemin de la Garenne. Et nous soutiendrons également le développement des réseaux de bus, principalement celui de cette aglopole Méditerranée, les bus jaunes, notamment dans les nouveaux quartiers pour faciliter la mobilité, et notamment dans Sainte-Catherine. Voilà. Et le 5e et dernier axe, c'est ça, c'est toujours moi, et développer l'activité économique. Donc nous avons voulu soutenir l'activité économique porteuse d'emploi, déjà au travers de notre règlement d'urbanisme, en fait de révision, une procédure sur laquelle nous avons travaillé avec les services d'urbanisme depuis 3 ans, que je remercie au passage parce qu'ils se sont beaucoup investis là-dessus. Un premier soutien en augmentant les possibilités de constructibilité, tant en surface qu'en hauteur,
autorisant certaines activités supplémentaires dans nos zones qui n'étaient aujourd'hui pas possibles, comme par exemple celle de l'agriculture. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, nous souhaitons inscrire un agrandissement de ces zones de 5 hectares. L'objectif est d'optimiser le foncier existant. Celles-ci sont actuellement sous-exploitées, voire laissées à l'abandon. L'écologie sera également mise en valeur en favorisant la production d'énergie solaire. Et d'ailleurs, même si le représentant de la commune au syndicat mixte du bassin de Thau, M. Van der Merch, s'est prononcé contre le projet de ce SCOT, une décision d'ailleurs personnelle, car elle n'est pas du tout le reflet de celle de la majorité et du travail fait avec tous les services, que ce soit de cette agropole-méditerranée, de la ville et du SMPT. Des perspectives d'évolution de nos zones d'activité porteuses d'emploi sont bien prévues et elles sont mesurées en fonction des besoins. Voilà. En conclusion, on veut construire un urbanisme participatif et responsable. Nous voulons une ville qui maîtrise son développement et accueille de nouveaux habitants, sans renoncer à sa qualité de vie. Poussan doit rester une commune accueillante, solidaire et tournée vers l'avenir, où chaque projet contribue à un développement équilibré, humain et durable, pour que chaque nouvel habitant trouve sa place et puisse s'investir aux côtés des anciens. Voilà. Je ne sais pas si...